Salut les gamers, konnichiwa, Shirotaku, CG League King. Donc en compagnie, donc ça se passe pendant le festival. Regarde dans la boîte, on s'en bat les couilles. Je peux apparaître dans le chat parce que là je crois que c'est le bordel. Tu peux tout Oh bah si tu veux. Non, j'ai capté. Mais donc. Je m'emballe et je recommence pas. Non, t'inquiète. Donc ça fait partie de ma chaîne de toute façon. Oui. Donc, on est au festival du cinéma documentaire, donc à Rennes, à l'Antipode pour ceux qui connaissent. Donc, au pire, il y a Google qui existe. Donc, on se retrouve en compagnie de Guillaume Massard, un réalisateur, producteur. Bonjour. Donc, ça craque. Ça craque. Ah ouais, c'est ça, je suis vieux. C'est à cause de moi. Non, t'inquiète, c'est mon corps qui fait comme ça. Tu le fais craquer. Ça fait peur. Donc, est-ce que tu peux te présenter à mes amis? Ouais. Moi, je m'appelle Guillaume Massard. Je suis réalisateur et producteur de documentaires. On dit des documentaires de création. C'est-à-dire que je fais pas des films qui passent à la télé. Je fais pas des reportages. Je suis pas journaliste. J'essaye d'aller filmer le réel, d'aller filmer le monde et de le filmer à ma manière, sans essayer de penser à comment est-ce que ce sera reçu par une chaîne de télé, est-ce que tout va être bien clair, est-ce que tout va être bien compréhensible. Voilà, j'essaye surtout d'être sincère par rapport à ce que je regarde avec ma caméra et de restituer la manière dont je vois le monde, moi. Voilà, au risque que d'autres ne reconnaissent pas ce que j'ai filmé. J'adore, ça me passionne tellement ce métier, c'est impressionnant, c'est des choses. Du coup, ta filmographie, Ouais. c'est Alors j'ai fait 11 courts-métrages. D'accord. Voilà, Fleurs sauvages, c'est le 11e de mes courts-métrages. D'accord. Et je viens de finir un long-métrage qui va sortir en salle en octobre prochain. Ce sera mon premier long-métrage, mais c'est encore un documentaire. Je fais que des documentaires. D'accord, t'as commencé en quelle année? J'ai commencé en quelle année? Je crois que c'est 2009. Je crois que c'est 2009 que je fais Les Dragons n'existent pas, qui va être mon premier film un petit peu professionnel. Quoi qu'il y a eu Passe-Merveille avant. En fait, c'est mon premier film vraiment professionnel, c'est Passe-Merveille parce que c'est un projet de fin d'études, mais qui finalement a été acheté par Ciné-Cinéma, dans lequel jouait Michael Lonsdale, enfin il faisait une voix off. Et donc c'était la première fois que je me frottais vraiment à la réalité du métier, puisqu'il fallait à la fin donner un produit fini qui pouvait être diffusé. Et d'ailleurs, voilà, je disais que je m'en foutais d'aller à la télé, ben là en l'occurrence c'était mon premier film et il a été préacheté par la télévision dans le cadre du travail avec la fac. Mais je suis jamais passé sur des chaînes importantes comme France Télévisions, etc. J'ai toujours été sur plutôt des chaînes du câble ou bien des chaînes locales. Voilà, j'ai pu montrer mes films sur une chaîne qui s'appelait Synapse TV, qui je pense a disparu. J'ai montré mes films dans le 78 sur une chaîne qui s'appelle TVFil 78. Mais la plupart de mes films, on les voit plutôt en festival, ou bien on peut les voir en VOD, on peut en voir certains en DVD. Et là, pour la première fois, avec ce long métrage, je vais vraiment montrer un film en salle qu'on pourra aller voir dans le petit cinéma d'art et essai du coin. D'accord. Ça donne envie d'ailleurs. Franchement, perso. Alors, donc, je vais commencer sur les questions que j'ai écrites. Donc, dans ta filmographie, Ouais. Quel était le film dont tu étais le plus fier? C'est toujours le dernier qu'on vient de faire. C'est toujours celui-là. C'est sur celui-là qu'on a investi beaucoup. Et puis, bah là, en l'occurrence, en plus, comme je viens de t'expliquer, c'est mon premier long, donc j'y ai mis beaucoup. Ça fait 6 ans que j'y bosse. Tu vois, il faut 6 ans de travail pour aboutir à la fin à un film qui va enfin sortir en salle. C'est un travail démesuré. C'est pas possible. Faut pas faire ce métier-là. Tu dis que c'est un métier passionnant, mais c'est passionnant aussi. Mais c'est vrai que c'est un métier de fou. Pas 6 ans à investir tant de temps et tant d'énergie pour faire un simple film, uniquement un film qui sera vu par peu de gens, puisque effectivement je fais pas des films qui sont facilement montrables, je fais pas des films qui rentrent dans des cases, et je suis pas le seul, hein. La plupart des gens qui sont programmés à ce festival, tous d'ailleurs j'imagine, j'ai pas vu encore tous les films de la compétition, mais
c'est pas des films faciles à montrer, c'est pas des films classiques, habituels, c'est des films qui prennent des libertés, qui se permettent beaucoup de choses, et dans la forme et dans le fond. Et donc on fait des films qui sont peu vus, on y investit énormément d'énergie, énormément de temps, on se fatigue à faire ça, on s'épuise, et en même temps on le fait quand même, quoi, parce qu'on est suffisamment bête pour le faire, parce qu'on aime bien ça au final. Mais c'est vrai que c'est un drôle de métier, c'est un drôle de métier, je sais pas si j'encourage tout le monde à le faire. Ah, bon, perso, bon, c'est pas du tout la même chose, mais je sais qu'avec YouTube, ça m'est déjà arrivé de réaliser des. Bon, il y a longtemps, c'est avant que ma chaîne se fasse supprimer, etc. Mais j'ai déjà réalisé un. J'ai réalisé un jeu en vrai. Donc j'ai fait un épisode sur un jeu très connu, c'est Call of Duty, le mode zombie, et je l'ai réalisé en vrai. C'est-à-dire, d'accord, t'en as fait un court-métrage Voilà, exactement, là, dans les mêmes règles, donc 4 survivants, des zombies, différents atouts qu'on peut avoir, avec les différentes façons d'avoir des armes, le pack a punch, etc. J'avais essayé de réaliser ça avec le moins de budget possible, avec aucun budget, à part avec la caméra que je m'étais acheté, même encore, que j'ai eu besoin que 150 € pour tout, quoi. C'est vraiment rien. Et franchement, ceux qui s'en rappellent, je pense qu'ils pourront dire, j'en suis assez fier, parce que justement, avec le peu de moyens, j'ai réussi à faire énormément. Donc finalement, quand on se passionne pour quelque chose, oui, si je me trompe pas. Ah non, t'as raison. Mais quand on se passionne pour quelque chose, même si on n'a pas eu peu de budget, on peut réussir, il suffit juste de vouloir. Ah oui, mais c'est très gratifiant. C'est très gratifiant, c'est certain. Quand on a réussi, qu'on finit par avoir ce qu'on veut à l'écran, et qu'on a réussi à achever le truc, et que c'est là, on est allé au bout du travail, c'est formidable. On est très heureux. Mais parfois t'en chies tellement. Puis parfois, en plus, t'es déçu par le travail que t'as accompli. Des fois, ça m'arrive. Ça, c'est compliqué aussi. Ouais. Donc ça t'apprend, ça te permet de progresser, de te dire ok, bon, la fois prochaine, il faudra peut-être que je ramène un micro, il faudra peut-être... il y a tous ces inconvénients. Ouais. Et voilà, ça fait partie de l'apprentissage. À partir du moment où ça devient ton boulot et que tu dois à la fin rendre quelque chose et assumer, là on est en train de parler alors que j'ai un film qui est en train de passer là au festival, assumer face à un public que bah voilà, t'as fini ton film, t'es en train de dire bah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Là, le film que je montre, il s'appelle Fleurs sauvages, c'est un film de 40 minutes. Ça veut dire que pendant 40 minutes, je demande aux gens d'être enfermés dans la salle à regarder ça. Ben, plus tu avances dans le métier, tu vois, j'ai fait 11 courts et un long, plus tu avances et plus tu t'en rends compte de ça. Plus tu te dis, attends, je demande des drôles de choses quand même aux gens. C'est une drôle de chose de s'asseoir dans une salle et de regarder un film. C'est extrêmement passif a priori, même si t'es quand même très actif face à un film, à partir du moment où le film te sollicite un petit peu. Mais c'est quand même un drôle de machin, donc plus tu te rends compte de ce que c'est que d'être un spectateur, plus tu... peut-être meilleur réalisateur tu deviens, c'est possible. Ah, ouais, je pense que c'est possible, ça s'est vu, il y a des là qui ont commencé très petits et pourtant ils ont réussi à devenir des réalisateurs. J'ai qui en tête? Sylvester Stallone par exemple, qui a commencé tout petit et finalement c'est l'un des plus grands. Enfin, je pense, je sais pas ce que... Bah c'est ton avis le plus important. Voilà. Du coup, je crois que tu as déjà répondu. Ouais. Je ne me trompe pas, mais je vais la poser comme ça au moins. Pour quel film t'as mis le plus de temps à réaliser? Ah bah oui, forcément mon long métrage. Combien de temps à peu près? Écoute, j'ai eu l'idée donc il y a 6 ans. J'ai passé 2 grosses années à écrire, à réécrire, à essayer de comprendre ce que je voulais faire. C'est un film que j'ai tourné dans une prison, il a fallu que je demande l'autorisation de l'administration pénitentiaire, ça prend du temps, tu négocies avec l'administration pénitentiaire qui au début se dit attends, c'est qui ce mec, qu'est-ce qu'il veut aller faire dans une tôle? La plupart du temps les gens ils veulent pas y aller en tôle, c'est quand même un truc bizarre de vouloir volontairement y aller, évidemment tu es avec une caméra, mais enfin quand même c'est déjà une démarche étrange, et donc ils ont besoin de garanties, ils ont besoin de savoir ce que tu vas faire comme étrange chose. Ils vérifient que tu n'as pas des liens avec telle ou telle personne qui sera incarcérée dans cette prison. Enfin voilà, il y a toute une enquête qui est faite sur toi, ça prend du temps. Et puis c'est pas le tout d'avoir l'autorisation, mais ensuite il faut les financements. Et ça, les financements, c'est extrêmement difficile. Surtout quand on fait des films comme les nôtres, qui sont, comme je te disais, des films qui sont difficiles à vendre. Or, pour avoir des financements, il faut vendre. Il faut bien que des gens puissent acheter pour qu'ils te donnent du fric. Il faut
voilà, il te le donne rarement gratuitement, les mécènes se font rares. Donc il faut réussir à expliquer à différentes instances que ça vaut le coup d'aller investir de l'argent dans ton film. Donc pour ça, il faut que tu écrives. Alors c'est très paradoxal parce que tu vas livrer une image à la fin, tu vas livrer une image et du son, et on te demande d'en passer par l'écrit. Bah, t'es pas écrivain, t'es cinéaste. T'es pas forcé de savoir écrire pour savoir tourner. L'un n'est pas obligé d'aller avec l'autre. Enfin, c'est pas du tout une évidence. Pourtant, bon, bah, si tu veux financer ton truc, il faut bien que tu écrives. Alors, tu me diras, oui, si tu fais une fiction, à la limite, c'est normal d'écrire. Il faut écrire les dialogues, il faut écrire tout ça pour que ça se discute. Hein, on n'est pas obligé de le faire. Non, documentaire, la plupart du temps, t'as pas de dialogue. Enfin, il peut arriver, hein, il peut arriver que tu aies ne serait-ce qu'une voix off, on en parlait. Mais bon, a priori, tu n'écris pas ce qui va se passer. Je ne vais pas décider que quand je vais aller passer 15 jours à l'automne en prison, tel détenu, tel jour va faire tel truc, tel autre va être envoyé de la prison parce qu'il a déconné, tel autre va faire une tentative de suicide parce que ça ne va pas du tout. Je ne maîtrise pas le réel. Donc c'est une drôle de chose que d'écrire sur le réel avant de tourner. Tu fais des hypothèses, je sais pas, tu fais des paris, c'est un peu comme si tu étais un joueur de poker, c'est très bizarre. Et donc voilà, ça prend beaucoup de temps. Et puis une fois que tu as tes financements, bon bah ça y est, il faut aller tourner quoi. Et alors là, c'est un film que j'ai tourné sur une année. Donc j'ai fait 4 fois 15 jours à chaque saison. Et donc tu tournes pendant une année, et puis ensuite bah, tu te retrouves avec une quantité de rush assez volumineuse. Là, on avait entre 80 et 100 heures, et il faut les assembler, il faut les trier, il faut monter tout ça. Et savoir ce qu'on va garder de 80 heures, c'est très compliqué. Tu sais que tu vas faire énormément de sacrifices. Tu sais que tu vas pouvoir envoyer plein de trucs à la poubelle parce que tu as raté plein de trucs, et c'est normal, parce que quand on tourne comme moi 80 ou 100 heures, c'est qu'on a tourné au kilomètre, c'est qu'on a trop tourné. Et tant pis pour moi, j'avais qu'à pas. Mais voilà, donc tu sais qu'il y a des choses que tu vas facilement mettre à la benne. Et puis, il y a des trucs, tu vas t'accrocher pendant longtemps en te disant, mais ça, c'est une séquence qui est essentielle. Et tu vas finir par comprendre qu'elle est peut-être essentielle à tes yeux. C'était peut-être très important au moment où tu l'as tournée, mais elle n'est peut-être pas essentielle au film. C'est peut-être autre chose, ça n'appartient peut-être pas au film. Et ça te prend un temps fou. Et ça m'a pris, je sais pas, 8-10 mois de montage. Ah ouais, donc ça te double finalement ton tournage, hein, presque. Donc voilà, une fois que tu as fini tout ça, c'est pas fini. Parce que puisque ce film-là, il doit aller en salle, il faut qu'il réponde à quelques normes techniques. Et des normes techniques au niveau du son et au niveau de l'image. Donc il faut faire un traitement sonore pour t'assurer qu'en salle, il ne va pas passer soit très bas, soit trop fort, que la répartition du son dans l'espace est la bonne, parce que tu sais, au cinéma, le son, il est ce qu'on dit en 5.1, parce que le son est réparti sur différentes enceintes, et le son de gauche, il est localisé à gauche, et le son de droite, il est localisé à droite. Bon, bah ça, moi, je ne sais pas le faire. C'est tout un travail technique, donc il faut payer un technicien pour le faire. Ton image, tu la vois sur ton écran d'ordi, t'imagines que le bleu, il est de cette teinte-là. En fait, une fois que tu le projettes, tu t'aperçois que ce que tu croyais être un bleu turquoise n'est pas du tout un bleu turquoise, c'est un bleu cyan. Merde, en fait, c'était pas fiable, mon écran, il n'était pas bien étalonné, donc tu dois faire de l'étalonnage aussi. Ça, c'est tout un métier, toute une industrie technique que je ne maîtrise pas. Donc pareil, tu fais aussi appel à un technicien. Et une fois que tu as fait tout ça, voilà, tu as fini ton film, a priori, et puis c'est parti, il faut essayer de le montrer. Alors ça, c'est très long aussi. Tu es inscrit dans des festivals, alors des fois tu as du bol, comme là, voilà, tu arrives ici à l'Image de la Justice, tu es content. Et puis tu as, là en l'occurrence, la volonté que le film sorte en salle. Donc là, tu fais appel à un distributeur, dont c'est le métier. Et donc cette personne va regarder le film, va essayer de comprendre où est-ce qu'on peut le placer, va contacter à la fois des festivals qui trouvent important et à la fois des exploitants de salles, qui vont regarder le film à leur tour, qui diront si peut-être, oui, ils le programmeront le jour où il sortira en salle. Voilà. Donc t'imagines, c'est une chaîne extrêmement longue qui prend beaucoup de temps, qui est faite que de tractation, où en fait tu n'arrêtes pas de dealer avec des gens. Et le moment, si tu réfléchis bien à tout ce que je viens de te raconter, le moment où j'ai vraiment été en tournage, c'est 4 fois 15 jours. C'est 2 mois. sur les 6 ans, c'est 2 mois. C'est rien. C'est rikiki. Et c'est pour ça que je te disais, tu soulèves des montagnes, tu te prends la tête
pour avoir tes financements, avoir le droit de tourner, et au final tu tournes presque pas. C'est quand même très curieux. C'est un drôle de métier aussi, d'un point de vue artistique, c'est un drôle de truc. Si tu es écrivain, tu peux écrire tout le temps, en somme. Tu n'as pas besoin d'attendre d'avoir en gros l'autorisation de tourner, quoi. Et ça fait la spécificité aussi, je pense, du cinéma en tant qu'art. C'est un peu compliqué, ce cinéma où tu pratiques peu, finalement. Alors, c'est à toi de t'entretenir, etc., mais tu pratiques peu. Voilà. Donc, en l'occurrence, tu me dis si je me trompe, mais je pense que je ne me trompe pas. En l'occurrence, vaut mieux ne jamais abandonner quand on commence quelque chose. Mais bon, malheureusement, je le vois, c'est beaucoup les soucis de tous ces jeunes maintenant, c'est qu'ils abandonnent tout de suite. Mais c'est parce qu'il ne faut pas se planter. Il ne faut pas se planter sur quoi tu t'engages. Si tu t'engages sur un truc à la con et que ça va te prendre 3 ans, effectivement, au bout d'un mois, t'en as marre de faire ton truc à la con. Si tu t'engages sur quelque chose qui te passionne et qui est... Voilà, tu trouveras pas le sommeil si tu vas pas au bout, parce que tu en as vraiment besoin, parce que tu en as vraiment envie, tu as ça à sortir de toi, bah alors ça peut prendre du temps. Effectivement, tu peux traverser des moments de découragement. Moi, il y a eu quelques moments où j'ai cru que j'allais lâcher l'affaire. Quand je trouvais pas les financements, j'ai cru que j'allais lâcher l'affaire. Parce que j'avais pas d'autre choix. Il y a des films que tu peux faire plus facilement. Celui-là, je pouvais pas. L'administration pénitentiaire était d'accord pour que j'aille tourner en prison, si et seulement si j'avais un financement cohérent et que je pouvais leur prouver que j'étais bien financé. Donc j'avais pas le droit d'y aller comme ça, la fleur au fusil, en disant c'est bon, on verra. Parce qu'on peut faire ça aussi. Il y a plein de fois où je fais ça. Mais il y a certains projets où tu peux pas. Donc, bah ouais, lâcher l'affaire, ça arrive. Abandonner, ça arrive. C'est pas honteux. Oui. Mais il faut pas se tromper au départ sur quoi on s'engage, quoi. On a qu'une vie. Donc... Et c'est ça. Et comme souvent, mais longtemps, moi je me rappelle que mon premier scénario, j'ai mis un an à l'écrire. Pile un an à l'écrire. Bon, je te dirai le titre si tu veux juste après, mais j'ai évité parce que là j'en connais très bien qui vont s'amuser à essayer de le reproduire, etc. Et c'est pas mon but. Donc ça, ça c'est une question que j'ai eu l'idée grâce à toi, Marianne. Merde. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai rien. Si, on a discuté quand on bossait sur pendant le court métrage. Donc, quel était ton parcours avant de commencer le métier de réalisateur? Bon, écoute, j'ai fait un bac ES, éco. D'accord. Après, j'ai fait 1 an de prépa lettres parce que je savais vraiment pas ce que je voulais faire et j'ai fait une petite prépa lettres de province à Reims où on prend les gens à 12 de moyenne. Donc j'ai eu de la chance de pouvoir aller là parce que je savais vraiment pas où aller. J'avais pas d'idée, j'avais pas d'envie. J'étais à fond dans les jeux vidéo à l'époque. Moi, je viens de province, je viens des Ardennes. Après cette année de prépa lettres, je suis allé à Paris parce que j'avais trouvé un boulot dans un magazine de jeux vidéo. Et donc, je bossais, j'écrivais des chroniques de jeux vidéo, des critiques de jeux vidéo dans un magazine. Et puis bon, bah, je sais pas, ça me convenait pas complètement, il me manquait quelque chose, tu vois. Donc je me suis inscrit à la fac, je savais vraiment pas quoi faire. Je me suis inscrit en fac d'anglais, en fac de japonais. Japonais, tiens. Vraiment, je piétinais, tu vois, j'arrivais pas à savoir ce que je voulais faire. Et puis après, je me suis dit, tiens, t'aimes bien les jeux vidéo, mais qu'est-ce qui te manque? Et ce qui me manquait, c'était la pratique. J'avais pas envie de passer ma vie à écrire sur les jeux vidéo et je n'allais jamais devenir programmeur. J'en suis largement incapable. Donc je me suis dit, il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui ne va pas. Donc je me suis inscrit à la fac de ciné. Non, pourquoi pas. J'avais découvert une espèce de forme de cinéma interactif. À ce moment-là, il y avait des tentatives. On n'était pas encore avec la réalité virtuelle, mais il y avait des tentatives. Ça m'intriguait. Et donc voilà, j'ai fait la fac, j'ai essayé de bosser autour de ça. Et puis je sais pas, pour le coup là, j'ai un peu abandonné parce que tu vois, je me suis rendu compte que ça me passionnait pas plus que ça. Au départ, ça m'excitait, puis qu'en fait, c'était pas ça que je voulais faire non plus. J'ai cherché. Et puis à un moment, j'ai rencontré un prof qui nous a montré, en fait, il faisait un cours qui s'appelait cinéma d'avant-garde. Je savais pas du tout ce que c'était, aucune idée, je voyais même pas ce que voulait dire le mot avant-garde.
suis bien incapable de me définir d'ailleurs encore aujourd'hui, mais j'ai une idée un peu plus précise. Et donc je suis allé à ce cours-là parce que je sais pas, je crois qu'il fallait que je m'inscrive encore dans un cours, tu sais, tu remplis une grille quand tu arrives à la fac avec les UV que tu veux faire et tout. Bon, j'ai pris ça, je savais pas trop. Et puis en fait c'était marrant parce que le prof avait pas du tout envie de nous transmettre par lui-même ses cours, c'est-à-dire qu'il ne faisait pas un cours magistral pour nous expliquer ce que c'était que le cinéma d'avant-garde. Il est arrivé, il nous a dit voilà, là j'ai une liste, est-ce que vous savez ce que c'est le cinéma d'avant-garde? C'est sa première question, personne ne savait. Vous avez une idée? Bof. Quelques personnes avaient quelques titres. Il a dit ah ouais, pourquoi pas. Et ben écoutez, si vous n'avez pas d'idée, moi j'ai ici une liste avec plein de titres de ce que moi je considère être le cinéma d'avant-garde. Je peux vous filer des DVD si vous voulez. Et puis chaque semaine, vous ferez un exposé sur le film que vous aurez découvert. Donc au début, je me suis dit, oula, mais lui, il se fout de notre gueule, il va rien foutre de l'année, on va faire le cours à sa place. Et puis en fait, je me suis aperçu que c'était hyper malin de sa part. Parce que je pense qu'on n'aurait rien écouté, qu'on n'aurait rien eu à foutre s'il nous avait fait l'histoire du cinéma d'avant-garde. On n'aurait pas écouté. C'est une bonne université en soi. Et là, du coup, voilà, on s'est accaparé des drôles de films qu'on ne connaissait pas. Et lui, évidemment, il faisait pas rien. En fait, il commentait, il nous aidait à comprendre ce qu'on avait fait, mais ça devait toujours partir de nous. Et là, j'ai découvert des films qu'à la fois j'ai complètement rejetés parce que je trouvais ça trop chelou, et à la fois qui m'ont complètement transformé, qui m'ont vraiment excité, qui m'ont fait un peu vriller, quoi, si tu veux. J'y repensais après. C'est-à-dire que sur le moment, je me disais, mais non, mais c'est pas ça le cinéma, je comprends rien, ça devrait pas être ça et tout. Et puis ça me hantait, ça restait là. Et c'est là que je me suis dit qu'il fallait que je devienne réalisateur. Et donc voilà, après j'ai fait une école de scénario, et voilà, et ça m'a pas plu. Et c'est là que j'ai compris que je voulais pas faire de fiction. Et une fois que je me suis fait virer de cette école de scénario, j'ai tenté la FEMIS en exploitation, en me disant tiens, et si je devenais exploitant? Je l'ai eu, je suis pas allé. Et c'est le parcours d'un branleur. C'est vraiment un parcours à la con. Et puis voilà, au bout d'un moment, j'ai compris que non, décidément, c'était le documentaire. J'ai eu l'opportunité de faire ce documentaire dont je parlais tout à l'heure, Passe Merveille, dans le cadre de la fac. Ça a marché. Il y a 4 films qui ont été repérés dans ce qu'on avait fait à la fac qui allaient sur Ciné-Cinéma. Le moment de la production, parce qu'on a bossé avec une boîte de prod à ce moment-là, c'est très mal passé. La prod s'est mis tout l'argent dans la poche et nous a pas payé. Ah, d'accord. Comme d'hab. Et donc c'est là qu'avec 2 copains de la fac, on s'est dit on va créer notre boîte. Parce que c'est déjà assez compliqué de choper des financements. Si en plus il faut convaincre un producteur et que ce producteur ensuite de la faire à l'envers. Mais déjà le convaincre que on parle en poliment, bien sûr. Le convaincre qu'il faut faire ton film et ensuite le convaincre de ne pas te la faire à l'envers, c'est 2 étapes très compliquées. Donc on s'est dit on va supprimer une de ces étapes-là. On avait peu d'argent, très très peu d'argent, et on a décidé de mettre le peu d'argent qu'on avait uniquement dans du matériel. Donc on a commencé la boîte en mettant tout notre argent dans du matériel. Et on s'est dit voilà, on va apprendre. Donc les 2 premières années, moi j'étais au RSA, enfin voilà, on bossait comme on pouvait. On apprenait à écrire les dossiers, parce qu'en fait à la fac on n'avait rien appris. C'est le seul cours que j'ai retenu à la fac, c'est celui où on a fait les choses nous-mêmes. À la fac on n'avait pas appris à écrire, on n'avait pas vraiment appris à tourner, on n'avait pas appris grand-chose. Et on a tout appris sur le tas comme ça. Et c'était vachement excitant. Donc on avait acheté le matériel en se disant à chaque fois on tente d'écrire et de financer. Si ça marche pas, c'est pas grave, on peut tourner quand même parce que le matériel est là. Ça fera des films un peu mal branlés, avec un mauvais son, avec une mauvaise image et tout. Mais c'est pas grave parce qu'on a besoin de pratiquer aussi. Parce qu'on est personne pour se prétendre comme ça soudain réalisateur ou producteur. Si tu me dis avant de faire le métier de réalisateur, je sais pas quand est-ce que je ferai le métier de réalisateur, peut-être un jour. Mais c'est hyper prétentieux, tu vois, de dire aujourd'hui je suis devenu. C'est comme si je te disais, en fait, désormais je suis artiste. Qu'est-ce qu'on en sait? À quel moment on devient artiste? Est-ce que l'artiste c'est un métier? J'aime autant pas que c'en soit un, tu vois. Je pense que je suis artiste à certains moments, lorsque je crée. Mais je suis pas toujours en train de créer. La preuve, je passe 6 ans à chercher des financements et je crée pendant un petit fragment de ce temps-là, quoi. Donc voilà, donc c'est un drôle de truc. C'est un drôle de truc. Mais c'est en faisant comme ça qu'on a appris. On a appris à convaincre, à faire l'espèce de boniment qu'il faut faire pour obtenir le fric. Après, tu te rends compte qu'en écrivant, des fois, ça te permet de préciser ta pensée, d'avoir des idées neuves, et c'est jamais complètement perdu, ça te sert quand même. Mais je pense que ça servirait tout autant d'être en train de faire des longs métrages
filmer. Parce que passer tant de temps à écrire, c'est comme si on faisait, je sais pas, il y a un truc un peu schizo là-dedans. On se prend d'abord pour un espèce de, forcément d'écrivain d'ailleurs, plutôt un espèce de journaliste qui va faire un dossier sur un sujet, et puis seulement après on a le droit de devenir un petit temps artiste. Compliqué ce truc. Ouais. Et franchement, pour dire la vérité, j'ai l'impression de me voir dans la façon dont tu as eu l'idée de le faire en fait. Ouais, c'est tout simple. Le premier scénario que j'ai écrit, c'est parce que j'étais en caméra avec une amie, je m'amusais à imiter Gollum. Elle fait, tu devrais faire un film comme ça, de jouer dans un film. Bah, j'ai eu l'idée, bah, je l'ai fait. Bah, maintenant, c'est le tout premier film que j'ai filmé. Il m'a pris 1 an à faire. J'ai l'impression que des fois, enfin, j'ai l'impression que plus ou moins, les réalisateurs, etc., ça vient comme ça. Je me trompe peut-être, non? Non, il y en a qui sont avant tout formés. Oui, non, mais mais il y en a sinon- qui sont formés et ensuite Oui. ils deviennent réalisateurs. Il y a des gens qui font l'inverse. D'abord ils sont réels et ensuite ils se forment. C'est vrai. C'est tout. D'accord. Après, c'est quoi un réalisateur? À quel moment t'es un réalisateur? Quand Je veux tu dire, tournes. là, Kevin, est-ce qu'il est pas en train d'être un réalisateur? Bon, il est en train de... c'est un caméraman. Ouais, mais alors c'est quoi à quel moment t'es caméraman, à quel moment t'es réalisateur? C'est quoi la... Pour Ben, toi, c'est à quel moment? Ben, pour moi, le réalisateur, c'est celui qui réalise en fait le truc. C'est... Et il est pas en train de réaliser? Il est en train de filmer. Ouais. Et à quel moment tu réalises alors, c'est quoi? Ben, Je réalise pas grand-chose. enfin après, je suis pas très doué dans l'explication. Je peux réaliser des conneries, mais ça, non. Qui dirige ce qu'il veut faire en fait. Ouais, d'accord. En gros, ouais, voilà. Et alors là, En c'est gros, toi qui dirige. Oui, oui, du coup. C'est toi le réalisateur. Du coup, oui, de toute façon, enfin, je me suis jamais vu comme un réalisateur, mais après, c'est vrai que dit Tu comme vois, ça. à quel moment on est un réalisateur? C'est vrai. C'est une phrase de philosophie. Vous avez 3 heures dans les commentaires. Donc, Non, mais c'est vrai, c'est un drôle de truc. Ça veut dire quoi réaliser en plus? C'est un drôle de mot d'ailleurs. c'est vrai. Et tu vois, tu viens de leur définir en disant que c'est plutôt celui qui dirige, et c'est ce qu'on dit en anglais, directeur. C'est à la limite, c'est peut-être un peu plus clair. Un réalisateur, je sais pas trop. Je me suis jamais dit, tiens, c'est une bonne question. Je sais pas d'où vient l'étymologie de ces trucs. Ouais, C'est un drôle de mot quand même. ouais, franchement, il faudrait que je me renseigne. Qu'est-ce qu'on réalise? Ah, il vient de réaliser. Alors, dernière question, du coup, ça fait combien de temps là, du coup? 27 minutes et 28, Ouais, 29, il reste 30. 5 minutes. 31, Il 32, me reste 5 minutes. 33, après. 34, Tu changes de 35, réalisateur. 26. Bah, du coup, bah, je vais passer directement à la dernière question. C'est pour moi la plus. Non, C'est ma faute, j'ai parlé de tout. Non, mais enfin, pour Voilà. moi, la dernière question, c'est Ouais, qui me couteau. brûle plus les lèvres en fait. Alors vas-y, vas-y. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser Fleurs Sauvages? Ah. Eh ben, Fleurs Sauvages, c'est un film sur les objets que Pierre-Jacques Dussault, c'est un anthropologue, collectionne. Ce sont des objets qu'il a récupérés dans des prisons. C'est aussi bien des objets d'usage, alors à faire à repasser, fabriquer de briques et de broc, mais qui fonctionnent quand même, que des objets d'art brut, une noix sculptée, des choses comme ça. Et en fait, je suis tombé sur des photos de ces objets dans une revue, dans la revue du Génépi, qui est une revue qui parle de prison. J'étais stupéfait quand j'ai vu les photos, quand j'ai vu ces objets-là, alors que c'est peu de choses. Ces objets-là, c'est des choses, ça peut être des maquettes de bateaux faites avec peu de choses, de la marqueterie, enfin des choses comme ça. Et pourtant, il s'est passé quelque chose de très fort pour moi en découvrant ces photos. Du coup, j'ai cherché le nom de Pierre-Jacques dans l'annuaire et je l'ai appelé et il a accepté que je vienne. Mais vraiment aussi bête que ça. Ouais, c'est vraiment le coup de foudre avec ces objets-là, quoi. Alors que c'est des objets de peu de choses, hein, c'est bien peu de choses. Des fois, un peu peut vouloir pas intéresser. Et pourquoi c'était la question qui te brûlait les lèvres? Parce que il y a toujours une, enfin pour moi il y a toujours une raison pour laquelle on réalise quelque chose, quelque chose qui fait un tilt. Comme je redis tout à l'heure sur mon premier, moi ce qui m'a fait le tilt, c'est parce que mon ami m'a dit je vais faire ça. Je suis fan de Moyen-Âge aussi, donc je me suis dit je vais faire passer au Moyen-Âge, voilà. C'est pour ça que dans ma tête j'ai fait. Mais c'est le film là, du coup, de toute façon cette question-là, elle est pour chaque réalisateur pour le dernier. Tu me dis ça parce que je vais y passer. J'ai l'impression. Oui, c'est ça. Non, tu vas être vachement mal parce que t'as rien vu de moi. Au moins, t'avais vu un film de Guillaume.
Mais qu'est-ce qu'on sait que je n'ai pas regardé? Bah, parce que Qu'est-ce que t'en sais que j'ai vu Parce que perso parce que, parce que j'étais dans la salle, je sais qu'il y était aussi. Alors, à moins que t'aies dormi et que t'aies fait comme ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, moi, je suis certaine que t'as vu aucun de mes films. De toute façon, c'est jusqu'au 28. et Moi non puis- plus, Marianne, j'aimerais bien le voir. Oui, bah Chez sa je fille t'inviterai. Ah oui, mais non, toi t'es pas à Paris. J'ai tendance à. Il y a Tu des vas moments où bouger. je vais être à Paris. Ouais, voilà, bah du coup, il va y avoir l'avant-première avec Périphérie, donc je t'inviterai quand on sera. Sur Rennes, ça sera peut-être plus près de l'île de Léron pour toi, enfin. Carrément. Pardon. On a fini Ouais, du coup, ouais. Et nous, non, tu nous invites pas Mais oui, oui, bien sûr, quand tu auras les 3 à Rennes, mais pour l'instant, c'est pas Ouais. programmé. D'accord. Donc mes chers abonnés, c'était JD Glocking en compagnie de Guillaume. Donc, ça- Non, Ok. pas Guillaume Massa. Ça commence pareil. Mais... En compagnie de Guillaume Massard. La voix de fille que vous avez entendue derrière, c'est Marianne Bressy. Je préfère le dire parce que les gens ils vont me demander dans les commentaires et tout, comme ça j'ai répondu. J'étais en compagnie de mon caméraman Spirit Gamer. Donc c'était JD Glocking, en espérant que ça vous a plu. N'oubliez pas les pouces, commentaires et partagez. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. C'était JD Glocking. Allez, ciao tout le monde.